Et maintenant, je passe la parole à Yves Pasquot, donc directeur des politiques de migration et de mobilité à l'European Policy Center. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs les sénateurs, bonjour. Merci pour cette invitation pour venir discuter de cette question ô combien sensible depuis un certain nombre de mois et qui risque évidemment de continuer à nous intéresser et à être au sommet de l'agenda politique européen des États membres pendant encore de nombreuses semaines, malheureusement de nombreux mois et peut-être de nombreuses années. Le professeur Dumont faisait état d'une erreur d'analyse à laquelle j'ajouterais peut-être et certainement de la part de l'Union européenne, ce qui est principalement le domaine que j'aborderai dans le cadre de cette courte présentation, une impréparation. Une impréparation des États membres de l'Union européenne à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Une impréparation qui tient en deux éléments, à mon avis, pas seulement, mais principalement. Le premier, c'est l'incapacité des États membres de l'Union européenne de prendre en considération la totalité des rapports et avertissements sur la situation qui était en train de se jouer au voisinage immédiat de l'Union européenne. Il ne s'agissait pas ici de lire les différents rapports de quelques organisations internationales qualifiées par certains de droits de l'homiste, mais simplement aussi de lire les rapports publiés par l'agence européenne Frontex, de lire les rapports publiés par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, de lire les rapports du Programme alimentaire mondial pour se rendre compte que les millions de personnes qui avaient quitté le conflit syrien, mais pas seulement, irakiens, afghans, érythréens, somaliens, étaient sur la route et qu'ils avaient cherché une protection temporaire, entre guillemets, au plus près de la zone de conflit, mais que la situation dans laquelle ils vivaient dans ces régions et dans ces pays-là n'était plus supportable et qu'il fallait chercher des meilleures conditions de vie ailleurs. La totalité des rapports indiquait en réalité que le mouvement que nous avons vu apparaître à partir de la fin de l'été 2015 était tout sauf imprévisible. Je vous renverrai aux différents rapports, notamment du Commissariat des réfugiés aux Nations Unies, mais aussi de l'agence Frontex qui disait au troisième trimestre 2014, parmi les 140 000 Syriens qui résident en Égypte, nombreux, sont ceux qui ont pris la route pour aller vers le nord. Sous-entendu, s'ils sont déjà nombreux à être partis, d'autres partiront. Donc on avait en réalité un ensemble d'éléments qui permettaient d'éclairer sur la situation. Or, personne n'a, semble-t-il, voulu prendre en considération ce phénomène-là. Deuxième élément d'explication, et qui me semble important à soulever dans cette enceinte, c'est la manière dont les États membres de l'Union européenne perçoivent en réalité les questions migratoires. Ils les perçoivent de deux manières différentes qui ne permettent pas d'apporter une réponse appropriée à la situation. Premier élément, les États membres de l'Union européenne continuent à considérer que les politiques migratoires sont des politiques qui relèvent de la souveraineté nationale. Ce ne sont pas des questions européennes. Or, par définition, un mouvement migratoire est un mouvement transnational qui, plus est en direction d'un espace de liberté de circulation, d'un espace commun, doit faire l'objet d'une prise en compte et d'une prise de décision commune. Aussi longtemps que les États membres de l'Union européenne considéreront que la question migratoire n'est pas une question européenne, alors nous ne serons pas capables de répondre en commun à ces questions-là. Deuxième élément qui, à mon avis, explique ou peut expliquer l'état d'impréparation, c'est la logique qui commande à la mise en œuvre de ces politiques, à la fois dans les États membres et par conséquent au niveau de l'Union européenne. Pour le dire assez simplement, la question migratoire au niveau de l'Union européenne est bloquée dans une logique affaires intérieures, est bloquée dans une logique ministère de l'Intérieur. Or, et la crise le démontre, ce qu'on qualifie à juste titre ou pas de crise, la situation démontre que ce que nous vivons ici est tout sauf une simple affaire d'affaires intérieures. Pour le dire assez simplement et pour donner une image, la question migratoire ne commence pas et ne se termine pas à la frontière, fût-elle la frontière extérieure de l'Union européenne. La question migratoire commence loin avant la frontière. C'est une question de politique étrangère. Et le professeur Dumont l'a très clairement souligné, et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer cette chose-là ici, dans cette enceinte. C'est une question de politique étrangère. Mais la question migratoire continue longtemps après l'arrivée sur le territoire. Et c'est une question d'intégration.
Ce qui veut dire simplement que si l'on veut sérieusement aborder la question migratoire, il faut aussi sérieusement penser la coordination des différents postes politiques, de la politique étrangère à la politique intérieure et aux politiques sur les territoires. Et en réalité, l'incapacité des États membres de l'Union européenne à sortir de ce schéma les a mis dans une capacité à répondre à la situation qui s'est déclenchée de manière brutale et importante au mois d'août-septembre 2015. À défaut de planifier, donc à défaut d'agir, les États membres de l'Union européenne se sont retrouvés dans une situation de réaction. Et ici encore, nul besoin de dire que la réaction n'a jamais tenu lieu de politique. Et donc on s'est retrouvé à partir d'août-septembre 2015 dans une situation où nous avons cherché à réagir et sans pour autant apporter les réponses adéquates et nécessaires et sans pour autant que les réponses qui ont été prises ou les mesures qui ont été prises aient été suivies d'effets. Et je terminerai ma présentation par une présentation un petit peu synthétique, mais je pense que nous pouvons aborder la gestion de cette situation-là sous 3 angles. La réponse immédiate, celle que les États membres de l'Union européenne, au travers des institutions européennes, ont cherché à mettre en œuvre afin de répondre à la situation. Et cette réponse immédiate a pris tous les éléments d'une réponse opérationnelle. Donc, les États membres de l'Union européenne, en commun, ont cherché à opérationnaliser une réponse. Alors, on l'a vu en Méditerranée, avec le triplement des fonds alloués à l'opération Triton. Nous l'avons vu aussi en Méditerranée avec la création de cette opération EUNAVFOR Sophia, qui a pour but effectivement de démanteler les réseaux de passeurs et de détruire les navires. Ces dispositifs-là sont très certainement ceux qui ont produit aujourd'hui le plus d'effets. Triton sauve, Sophia sauve. On est parvenu visiblement, en fonction des chiffres, je n'ai pas l'exactitude des chiffres, mais à démanteler un certain nombre de navires. Donc ces 2 dispositifs semblent avoir produit certains effets, mais ce sont peut-être les seuls parce que si on regarde bien sur l'ensemble des mesures qui ont été prises et dont on a essayé de mettre en œuvre, les résultats sont très peu convaincants. À l'extérieur, vous mentionniez, monsieur le professeur, l'idée de venir en aide ou de supporter les pays tiers dans la manière dont ils gèrent les flux migratoires. Alors il y a eu 2 fonds fiduciaires qui ont été créés. Un fonds fiduciaire pour la Syrie, qui a été abondé à 50% par l'Union européenne et à 50% par les États membres, et l'objectif de l'abonder à hauteur de 1 milliard d'euros a été atteint. Mais au sommet de la Valette, nous avons pris la décision de créer un fonds fiduciaire pour l'Afrique, identifiant un certain nombre de partenaires africains avec lesquels il fallait travailler, notamment en termes de gestion des flux migratoires et de développement. L'idée était d'allouer à ce fonds fiduciaire pour l'Afrique une somme de 3,6 milliards d'euros, abondée pour partie par l'Union européenne et abondée pour l'autre partie par les États membres de l'Union européenne. La Commission européenne a mobilisé un ensemble de fonds et a mis au pot commun, si je puis m'exprimer ainsi, 1,8 milliard d'euros. Avant le sommet de la Valette, les États membres de l'Union européenne s'étaient engagés à abonder à hauteur de 81 millions d'euros. Après le sommet de la Valette, cette proposition de financement n'a pas bougé. Autrement dit, il manque aujourd'hui de la part des États membres de l'Union européenne l'équivalent de 1,7 milliard d'euros pour le fameux fonds UE-Afrique. Donc on a là un premier élément qui démontre la difficulté de mettre en œuvre un ensemble de mesures qui ont été adoptées et qui tiennent essentiellement à la réticence d'un ensemble de partenaires européens à participer en commun, peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas confiance dans les dispositifs qui ont été mis en œuvre. Deuxième élément pour l'aspect opérationnel, ce qui relève de la réaction au travers des hotspots, de la relocalisation et de l'accord UE-Turquie. L'idée des hotspots est une idée qui en réalité avait été présentée par la Commission européenne au mois de mai 2015 suite au naufrage dramatique en Méditerranée d'environ 1000 personnes. L'idée était effectivement d'instituer ces centres d'accueil et d'enregistrement pour ensuite pouvoir relocaliser des personnes. Les hotspots devaient visiblement être établis relativement facilement. On s'est rendu compte en réalité que cela était tout sauf facile, parce qu'il y a un ensemble de contraintes matérielles et de terrain qui n'ont pas permis de mettre en œuvre ces hotspots rapidement.
Deuxième élément, la participation au hotspot ou le fonctionnement des hotspots requiert la participation des autres États membres de l'Union européenne, en termes financiers, en termes matériels et en termes humains. Or, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que depuis la conclusion de l'accord UE-Turquie, la Commission européenne a fait un ensemble de calculs en disant qu'il nous faut tant de personnes qui seraient envoyées par les États membres de l'Union européenne au soutien des autorités grecques dans les hotspots. Je voudrais simplement vous donner quelques chiffres ici pour vous montrer à quel point nous sommes loin du compte. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile a demandé à ce que 400 interprètes soient envoyés sur les hotspots. Les États membres de l'Union européenne, collectivement, ont proposé d'envoyer 118 interprètes et aujourd'hui, 63 seulement ont été déployés. Quand on connaît la difficulté et la sensibilité de la question des personnes qui arrivent pour identifier s'il s'agit de demandeurs d'asile, de réfugiés ou de personnes qui ont d'autres volontés, la question de l'interprétariat est déterminante. Or, nous n'avons pas les moyens pour procéder aux entretiens parce que nous ne disposons pas des interprètes. Deuxième élément, les experts. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile a demandé 472 experts. 470 ont été proposés par les États membres. Les États se sont engagés à en envoyer 470. Aujourd'hui, seuls 67 sont arrivés. Ça démontre la difficulté en réalité d'établir un dispositif et de le faire fonctionner avec les moyens nécessaires parce que les États membres ne peuvent pas ou ne veulent pas, c'est selon, participer à cet effort commun. Je voudrais signifier ici simplement l'idée que la question qui se pose aujourd'hui est une question qui, évidemment, et le mot était sur toutes les lèvres depuis de nombreux mois, est une question de solidarité, pas simplement en termes de relocalisation, mais en termes d'aide à la Grèce, à l'Italie, de manière à ce que les dispositifs puissent fonctionner. Cette solidarité matérielle n'est pas encore atteinte. Pour les relocalisations, une seule phrase suffira. Depuis les 8 derniers mois, nous n'avons pas encore atteint le chiffre de 1% des personnes relocalisées sur les 160 000. Alors, il ne faut pas perdre le tableau tout en noir. Les relocalisations doivent avoir un effet sur 2 années. Peut-être que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous verrons une capacité beaucoup plus importante des États membres à contribuer effectivement à la relocalisation des personnes. Je voudrais simplement terminer sur 2 aspects, puisque je vois que le temps tourne. Sur le deuxième temps, nous avons vu la réponse immédiate à la situation qui s'est traduite par une action opérationnelle. Nous avons maintenant une deuxième forme d'action qui est celle d'adapter notre système à la situation, Schengen ou l'asile. Et ça, c'est l'aspect législatif. C'est le temps législatif. C'est la modification du code frontière Schengen. C'est la mise en œuvre d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. C'est la nécessité de modifier les règles Dublin. C'est la nécessité de modifier les règles relatives à l'asile. Et tout ceci est un temps d'adaptation qui est un temps législatif. Et ce dispositif-là prendra du temps. Alors on a bon espoir que les règles relatives à Schengen puissent être modifiées assez rapidement et que le corps européen de garde-frontières ou de garde-côtes puisse voir le jour assez rapidement. Peut-être pas aussi rapidement que ce que souhaiterait la Commission européenne, mais très certainement à l'automne. Les règles relatives à l'asile posent d'autres questions fondamentales. Il n'est pas tout à fait certain aujourd'hui que l'on s'entende sur la fameuse liste de pays d'origine sûrs. La Turquie est-elle un pays d'origine sûre? Les questions sont sur la table et on voit bien qu'elles embêtent les décideurs politiques et notamment le Parlement européen. Mais serons-nous capables de modifier le règlement Dublin et le système Dublin? La proposition qui a été présentée la semaine passée par la Commission européenne risque de rencontrer de nombreuses oppositions. Et ce n'est pas le chiffre magique des 250 000 € par demandeur d'asile réfugié qui va simplifier les choses. Dernier point, l'opérationnel, le législatif, et reste, et je terminerai d'une certaine manière comme monsieur le professeur, sur le long terme, le stratégique. L'Union européenne et les États membres de l'Union européenne n'ont pas de vision stratégique sur ce que doit être une politique européenne d'asile et d'immigration. Ils sont, comme dans bien des domaines et dans bien des États membres, contraints par des logiques court-termistes. Nous étions parmi les premiers, et peut-être même les seuls, en janvier 2014, dans l'organisation pour laquelle je travaille, à indiquer aux chefs d'État ou de gouvernement qu'au moment de la définition des orientations de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, il fallait entamer un travail de long terme.
Et pas simplement se poser la question de savoir à quoi ressemblerait la migration dans les 5 prochaines années, mais dans les 10, 15, 20 ou 25 prochaines années. La mobilité humaine telle qu'elle se présente aujourd'hui ne sera très certainement pas la même demain. Un certain nombre d'éléments vont jouer sur la mobilité humaine dans les 10, 15, 20, 25 prochaines années. Ce ne sont pas simplement les conflits et les questions démographiques qui sont en jeu, ce sont évidemment les questions climatiques. Mais l'urbanisation du monde est un facteur de mobilité extraordinairement important. La montée de la classe moyenne qui explose aujourd'hui est un facteur de mobilité extraordinairement important. Et comment peut-on établir une politique publique de gestion des flux migratoires sans avoir de vision de ce à quoi pourrait correspondre demain la mobilité humaine? Donc ce travail-là n'a pas été fait. Et il n'a pas été fait ou il est en train de commencer à être fait sur la capacité, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une lecture transversale de ce que doit être une politique migratoire. Où commence-t-elle? Elle ne commence pas sur le territoire de l'Union européenne. Elle commence à l'extérieur. Donc comment est-ce que nous sommes en capacité de prévoir? Comment sommes-nous en capacité de planifier? Comment sommes-nous en capacité de répondre? Et elle se poursuit sur le territoire des États membres. Comment organise-t-on la mobilité sur un espace commun? Comment organise-t-on la capacité des personnes qui arrivent à accéder à un ensemble de services et tout simplement de droits que le droit de l'Union européenne leur accorde? Et toutes ces questions-là sont aujourd'hui des questions qui ne sont pas abordées pour des raisons de calendrier électoral, de calendrier ou de mandat, et sans que l'on se pose véritablement la question de ce à quoi pourrait ressembler une politique publique de l'immigration et de l'asile européenne dans le futur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les questions sont lourdes, hein. Le dernier point, c'est comment les démocraties sont-elles capables de gérer le moyen et le long terme, hein, par exemple. Mais sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. Enfin, on voit que derrière chacun de vos sujets, les questions sont lourdes.